du soir quand je vide les bacs et dépose les épreuves terminées sur la table pour les faire sécher. Je fredonne tout en sortant une pochette jaune. Plus qu'un tirage à ranger. Une prise bonne pour 11 ratés, ça fait cher la photo. Encore un photographe du dimanche qui a ouvert l'appareil en pleine lumière. Pourtant, l'unique prise de vue est bonne. Elle montre un homme et une femme dans une tendre posture. Je commence à l'insérer dans l'enveloppe, quand soudain, je jure et je l'examine de plus près. La fille porte une blouse blanche et tient ses bras autour du cou de l'homme. Bon sang, mais c'est John Higgins, qui habite la superbe propriété de Danforth. Je ne fais pas partie de ses intimes, ce genre de personne étant d'un niveau social bien supérieur au mien. Mais je sais une chose, cette fille n'est pas sa femme. Pour de la dynamite, c'est de la dynamite, cette photo. D'après ce que j'ai entendu dire de la femme de John Higgins, ce n'est pas ce qu'on appelle une beauté. Elle doit avoir au moins 10 ans de plus que lui. Quant à cette fille sur la photo, quelle sex-appeal. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle m'ait donné à développer une pellicule si confidentielle alors que nous sommes à 20 kilomètres de Danforth. À moins que John Higgins ait été pris en photo à son insu. Ben, c'est vrai ça, il ne semble pas avoir conscience de la présence de l'appareil vu la façon dont il contemple la fille, comme s'il voulait la dévorer. À mon avis, tout ça sent le chantage. La pellicule a été déposée par Frances Damon, habitant Danforth. Quoi faire? Après tout, j'ai fait moi aussi une part du boulot. Sans moi, il n'y aurait pas cette photo, et sans la photo, pas de chantage. Je jette un regard circulaire en ma boutique. Tout ça aurait bien besoin d'être rafraîchi. Mais ça fait des années que j'attends d'en avoir les moyens. C'est peut-être l'occasion. Je décroche le téléphone et j'appelle Mademoiselle Damon. Elle a une voix chaude, pas du tout celle d'un maître chanteur. J'ai presque envie de raccrocher avant même de parler, mais je me reprends. Allô? Ici Dan McGee, La photo est prête? Me coupe-t-elle impatiente. Je remarque qu'elle a dit la photo et non les photos. Ben oui, elle est prête, ça, oui. C'est un cliché très intéressant, mademoiselle Damon. Je pense que monsieur John Higgins doit l'attendre avec impatience. Il y a un grand silence dans l'écouteur, puis j'entends une profonde inspiration. Que voulez-vous? Demande-t-elle enfin. Hein? Ben, juste un petit bavardage. Que diriez-vous, mademoiselle, si je vous apportais la photo ce soir? Encore un long silence. Mais je sais que je l'ai amenée là où je veux. Elle est perdante de toute façon. Si elle refuse de me rencontrer, elle ne remettra jamais la main sur la photo. Et si elle accepte... Je l'entends calmer sa respiration. C'est bon, dit-elle finalement. Apportez la photo avec vous. Il n'y en a que pour un quart d'heure en voiture jusqu'à Danforth. À 9h30, je grimpe les marches d'une maison plutôt modeste. Une fille m'attend en haut de l'escalier. « Monsieur McGee ?» demande-t-elle comme si elle souhaitait que je ne sois pas le visiteur qu'elle attend. Je la contemple avec admiration. C'est la fille qui est sur la photo, ce que j'espérais. Je me demande d'ailleurs qui a pris cette photo. Elle a peut-être déclenché une commande à distance.
Je la suis dans son appartement en appréciant le galbe de ses jambes et le balancement gracieux de sa démarche. J'ai du mal à croire que quelqu'un qui a des yeux bleus de Chine aussi innocents que ceux d'une poupée soit mêlé à ce genre d'histoire louche. Vous avez apporté la photo? N'importe comment, c'était une idée ridicule. Oh, elle ne vient pas de moi, et je n'essaie pas de vous monter un bateau. Je travaille au sauna qui est sur la place de l'église. Je suis masseuse. Je hoche la tête. Je ne suis jamais entré dans un sauna, mais je devine ce qui peut s'y passer. Ne me regardez pas comme ça, s'exclame la fille. J'exerce mon métier de façon tout à fait honnête. Ce sont seulement les gens comme vous, dans ces petites villes de province, qui ont l'esprit mal tourné et qui... Mais vous n'avez pas à me convaincre de quoi que ce soit, mademoiselle, lui dis-je. Elle prend une profonde inspiration. La colère la rend plus belle encore. La tension est telle en elle qu'elle préfère s'en ouvrir à moi. Eh bien voilà. Cet homme, John Higgins, est venu une première fois l'hiver dernier. Ça n'est que depuis le printemps qu'il vient chaque jeudi pour un massage du dos. Ah, un massage du dos. Et quoi d'autre? Ça suffit, monsieur McGee. Sachez que rien ne me force à accepter vos questions. Vous voulez la photo, non? Lui dis-je avec un sourire en coin. C'est bon, reprend-elle avec un soupir de contrariété. Il y a environ une semaine, j'ai reçu une lettre anonyme. Elle se lève et va vers le tiroir d'un secrétaire. Elle en sort une feuille de papier à lettres pliée en 4. C'est un papier fort coûteux, épais et gravé. La personne qui a écrit cette lettre suggère que je découvre quel est l'homme qui vient tous les jeudis. Elle dit que c'est quelqu'un de marié à une femme riche et plus âgée que lui, qu'il aime se mêler de politique et qu'il ne peut se permettre un scandale. La lettre est longue. Elle ajoute qu'il aime batifoler, mais qu'il n'a encore jamais été pris. Je regarde la lettre. Elle est telle qu'elle vient de me la décrire. Elle me regarde droit dans les yeux. Écoutez, monsieur McGee, je vous suis reconnaissante de m'avoir empêché de faire une chose que j'aurais regrettée toute ma vie. Vous pouvez prendre cette photo et la déchirer, brûlez-la, et brûlez aussi le négatif. Elle me fixe. Elle est jolie, très jolie, mais elle est longue à comprendre. Enfin, si je m'y prends bien, et avec une certaine dose de patience, je suis sûr de la convaincre de la justesse de mon raisonnement. Écoutez, mademoiselle Dame, sincèrement, j'estime que votre plan initial est très intelligent, mais je pense avoir besoin de votre aide. Par exemple, pour contacter Monsieur Higgins. Il nous faut 2 heures pour tout arranger. Je dois toucher une part de 50%. Tant que nous tenons le négatif, nous avons le pouvoir et nous pouvons décider du prix qu'il aura à payer pour le récupérer. Pour la mettre en confiance, je lui ai dit plusieurs fois que tout ça n'est qu'un jeu d'enfant et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Elle se sent un peu mieux quand je la quitte. Nous nous sommes laissés aller l'un et l'autre à quelques confidences. Je lui ai parlé du genre de ma boutique et elle m'a confié qu'elle attendait beaucoup de la vie qui, jusqu'ici, avait été très dure pour elle. Mais tout ça, c'est du passé, puisque je vais pouvoir l'aider. Je décide de rédiger la lettre cette nuit-là. Bien entendu, je ne l'écris pas de ma main, mais je découpe des mots dans différents articles de journaux. Je suis prêt à glisser le papier dans une enveloppe quand je me dégonfle.
Et là, si jamais John Higgins avait l'idée d'aller voir les flics et de faire rechercher des empreintes que j'aurais pu laisser sur ces objets. Je décide donc de joindre John Higgins par téléphone. Je ne cours aucun risque de l'appeler à 10 heures du matin, il est sûrement chez lui. John Higgins, dis-je dès que j'entends qu'on décroche. Je possède une photo qui pourrait vous intéresser. Il jure. C'est son genre. Mais il raccroche précipitamment. Je pense que c'est parce que sa femme a dû entrer dans la pièce. Je le rappelle une demi-heure plus tard et il accepte de nous rencontrer le soir même dans l'appartement de Frances. Avant que John Higgins arrive, Frances et moi nous répétons notre scénario. Nous donnerons un exemplaire de la photo à John Higgins en lui faisant bien comprendre que nous avons le négatif. Et ensuite, nous lui demanderons 10 000 $. Ça me semble tout à fait raisonnable. Nous serons corrects également et nous ne garderons pas le négatif. Ou seulement pour raison de sécurité. 5 000 $ est la somme dont j'ai besoin pour rénover le magasin. Quant à Frances, elle n'a jamais imaginé avoir autant d'argent. J'avoue que John Higgins nous surprend. Je l'ai catalogué comme un vantard. Là, je ne me suis pas trompé. Mais il est plus intelligent que je ne l'ai supposé. À vrai dire, pour épouser une femme riche comme la sienne, faut avoir les méninges en bon état. En tous les cas, il reste maître de la situation. Il s'assoit, un verre à la main, et regarde la photo. Puis, il déclare que Frances l'étonne et que jamais il ne l'aurait imaginé capable de faire une chose pareille. Pendant un moment, je redoute qu'elle ne craque et se mette à pleurer. Alors je la secoue. Je lui envoie quelques vacheries à lui, et il devient mauvais également. Ça ne prend pas longtemps avant que Frances ne se rende compte que Higgins mérite de payer. Mais il est plus futé que je ne le crois. En effet, il affirme que sa femme paiera plus cher que lui cette photo. Je lui demande de préciser sa pensée. Mais enfin, bon sang, monsieur Higgins, le but de cette affaire est d'empêcher que votre femme voie ce cliché compromettant, non? Oh, elle sait que je me distrais un peu, répond John Higgins. Il fume de gros cigares et sa fumée commence à me donner la nausée. Je ne veux pas vous discréditer, Frances, ma chérie, mais il y a eu d'autres filles dans ma vie, et s'il y a une chose que ma femme ne peut supporter, c'est la publicité. Ça blesse son orgueil. Elle a déjà payé très cher pour me tirer d'affaire, mais jamais encore à cause d'une photo. Frances et moi, nous nous regardons du coin de l'œil. Maintenant, voici ce que nous devrions faire, reprend John Higgins en s'adossant à son fauteuil. Demandez 30 000 $ pour le négatif et nous partagerons en 3. Vraiment, John Higgins est un homme futé. Frances se montre réticente, mais je lui fais comprendre qu'elle a tort. Mais imaginez, vous allez avoir 10 000 $ rien que pour vous, sans rien faire. Vous voyez ce que ça représente, 10 000 $, hein? Ce que vous allez pouvoir acheter sans devoir compter vos économies. Une chose dont nous devons nous assurer, reprend John Higgins, c'est que ma femme ignore que je suis derrière tout ça. Il se croit le grand patron et il commence à m'agacer. Alors je lui fais comprendre qu'il mérite. Nous n'avons pas besoin de vous mettre dans le coup, monsieur Higgins. Vous avez eu une bonne idée, mais nous avons le négatif. John Higgins éclate de rire. Mais si vous allez me mettre dans le coup, répond-il du tac au tac. Parce que sans ça, je suis foutu. Et vous aussi. J'ai des dettes, voyez-vous, et mes amis me réclament leur argent. Et si je ne peux pas en trouver ces jours-ci, j'abandonnerai la maison. Je sais que je lâche la poule aux œufs d'or, mais je n'ai pas le choix. Ou je paye, ou je quitte la ville. Mes amis sont des clients plutôt durs, voyez-vous. Donc, vous voyez que si je n'ai pas l'argent, cette photo ne vaut rien.
Je serais parti depuis longtemps avant que ma femme puisse même sortir son carnet de chèques, et croyez-moi, elle ne paiera pas pour rien. Là, je vois où Higgins veut en venir. Il sait que tant que sa femme espère sauver leur mariage, elle paiera. Nous ferons donc part à trois. Il ne nous reste plus qu'à mettre au point notre stratégie. Nous humectons notre gorge de whisky pur malt. Nous décidons que j'irai à la maison de Higgins, que je montrerai la photo à sa femme et que je fixerai les modalités. Je suis un peu inquiet, mais John Higgins me fait remarquer que la seule chose à laquelle je dois faire attention est d'être seul avec elle quand je lui parlerai, pour qu'elle n'ait pas de preuve que j'ai essayé de la faire chanter. Le lendemain, en début de matinée, je me rends à la propriété des Higgins. Mon admiration pour ce monsieur John Higgins s'accroît considérablement durant les 10 minutes où je reste assis dans un petit salon en attendant que madame vienne me parler. Mais quand je la vois, je comprends pourquoi elle doit payer pour avoir un mari. Son visage n'a rien que la chirurgie esthétique n'ait pu réparer, mais ses yeux ont un regard sournois et sa voix est comme le tranchant d'un rasoir. Ce vieux John Higgins a quand même payé très cher pour avoir tout cet argent. « Eh bien, monsieur McGee, que voulez-vous » me lance madame Higgins. « Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je veux quelque chose, madame ?» J'entends ma voix trembler et je m'en veux d'avouer ainsi mon émotion. « Personne ne vient jamais me voir, à moins de vouloir quelque chose. Alors, pressons, je n'ai pas toute ma journée. Et cela a-t-il un rapport avec John Higgins, mon mari ?» Cette femme est étrange. Elle sait ce que vous allez dire avant même que vous ne l'ayez formulé. Je ne sais pas ce que je lui ai raconté, mais la première chose dont je me rends compte, c'est qu'elle tient la photo entre ses doigts boudinés et qu'elle la détaille scrupuleusement. « Où est le négatif ?» me demande-t-elle quand elle relève ses petits yeux porcins. Je lui réponds qu'il est en ma possession. Je voudrais lui annoncer que je compte le garder, mais la voix me fait défaut. « Très bien, » dit la grosse dame en enfouissant la photo dans son corsage. « Ça, madame, ça vous coûtera... » Ma gorge est si sèche que je m'étrangle. « Ça me coûtera quoi ?» demande-t-elle. « 30 000 $, dis-je avec grand-peine. Elle ne répond pas, ne fronce pas les sourcils, elle ne se met pas en colère, elle ne pleure pas. Je vous le dis, elle me donne des frissons. Enfin, elle dit... « Vous aurez ma réponse demain. J'enverrai un message à votre boutique. » Je retourne à l'appartement de Frances. John Higgins est là. Nous débouchons la bouteille de whisky pur malt et nous trinquons pour saluer notre courage. Le sien, pour vivre avec un tel monstre, le mien, pour l'avoir affronté pendant cette discussion. Le lendemain matin, John Higgins et Frances m'attendent devant la boutique. La femme de Higgins ne lui a rien dit, mais il est persuadé qu'elle va payer. Moi, j'avoue, j'en suis pas aussi certain. Nous passons la matinée dans l'arrière-boutique à attendre que Madame Higgins se manifeste. Vers midi, John commence à s'énerver. « Mais pourquoi ne lui avez-vous pas demandé l'argent immédiatement? Elle pouvait payer. Elle garde beaucoup de liquide dans le coffre de sa chambre. » « Vous auriez au moins pu lui demander quand elle allait envoyer son message, » ajoute Frances. « Cette attente me met les nerfs à fleur de peau. » À ce moment précis, le carillon retentit. Je sors de l'arrière-boutique. Un coursier attend, une grande enveloppe à la main. Je prends le pli et j'accroche la pancarte
fermé à la porte avant de retourner dans l'arrière-boutique. « Nous sommes sauvés !» s'exclame John Higgins dès qu'il me voit. Nous jouons une petite partie de baseball avec la lourde poche. Au bout de 3 passes, je garde le colis et je l'ouvre. Il contient 3 enveloppes. L'une, la seule de grand format, porte le nom de John Higgins. Une autre, celui de Frances. La dernière, le mien. « Mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» demande John Higgins. « C'est son écriture. Comment savait-elle que je recevrais ce qu'elle enverrait ici ?» Il déchire son enveloppe pour l'ouvrir. Elle ne contient pas d'argent, mais des formulaires de demande de divorce. John Higgins blêmit, et il ne remarque même pas que son cigare s'est éteint. Son expression est celle d'un homme qui vient de tout perdre. « Elle ne peut pas divorcer !» répète-t-il sans cesse. « Elle ne peut pas divorcer, voyons, elle ne peut pas divorcer !» Vient ensuite le tour de Frances. Son enveloppe a la taille d'une enveloppe ordinaire. Elle l'ouvre et en sort une feuille de papier. Oh, je me sens mal quand je le vois. C'est ce même papier épais sur lequel a été écrite la lettre anonyme que Frances a reçue. Je lis par-dessus son épaule. « Chère mademoiselle Damon, merci beaucoup d'avoir suivi ma suggestion. Je n'aurais pas pu obtenir une si bonne photo sans votre aide. Mon avocat me dit que c'est tout ce dont j'ai besoin pour être débarrassé à jamais de John Higgins. Et ce qui est le plus beau, c'est que je n'aurai pas de pension alimentaire à payer. Sincèrement vôtre, Isabelle Higgins. » Quelle épouvantable sorcière! S'exclame Higgins. Je savais qu'elle était redoutable, mais jamais je n'ai imaginé qu'elle irait si loin. Elle nous a manipulés comme des marionnettes, et sans le savoir, nous lui avons permis d'arriver à ses fins. J'en vois son visage malgré ses yeux porcins. Son regard brille et abrite une intelligence vive. D'ailleurs, la stratégie dont elle a fait preuve en est la démonstration. Je n'attends pas d'argent dans mon enveloppe, mais la lettre que j'y trouve me surprend quand même. Cher monsieur McGee, la photo de mon mari que vous m'avez apportée l'autre jour me plaît beaucoup. Auriez-vous l'extrême amabilité d'en faire un agrandissement afin que je garde un souvenir de John Higgins et de mademoiselle Damon? Je vous en serai infiniment reconnaissante. Sincèrement vôtre, Isabelle Higgins. Quel âge avez-vous ? lui dis-je. Il ne quitte pas des yeux le pistolet que je tiens. Écoutez, monsieur, il n'y a pas grand-chose dans le tiroir caisse, mais prenez tout, je ne ferai pas d'histoire. Ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. Je veux savoir quel âge vous avez. 42 ans ? Répond-il étonné. Quel dommage. Vous auriez encore pu vivre 20 ou 30 ans, si seulement vous aviez été poli. Il ne voit pas du tout où je veux en venir.
Je vais vous tuer, dis-je. Je vais vous tuer à cause du timbre et à cause du sucre d'orge. Il ne sait pas ce que j'entends par le sucre d'orge, mais pour le timbre, il est au courant. La panique envahit son visage. Mais vous êtes dingue, vous pouvez pas me tuer simplement à cause de ça. Si, je peux. Et j'appuie sur la détente. Lorsque le docteur Dust me dit que je n'ai plus que 4 mois à vivre, je suis, bien entendu, bouleversé. Vous savez, je préfère prévenir mes malades. Ils peuvent ainsi mettre un peu d'ordre dans leurs affaires et faire quelques folies, si l'on peut dire. Le docteur Dust attire à lui un dossier cartonné rouge fermé par une ficelle. Et puis, j'écris un livre. Mais dites-moi, qu'avez-vous l'intention de faire du temps qui vous reste? À brûle-pourpoint, il m'est difficile de vous répondre, docteur. Ça ne fait que quelques minutes que je suis conscient de cette situation. Bien sûr, dit le docteur Dust. Bien sûr, ça ne presse pas. Mais quand vous aurez pris votre décision, vous seriez gentil de me prévenir. Mon livre traite des choses que font les gens avec le temps qui leur reste à vivre quand ils connaissent exactement le jour de leur mort. Il écarte le dossier cartonné rouge. Venez me voir d'ici 2 à 3 semaines. De cette façon, nous pourrons mesurer les progrès de votre déclin. Il m'accompagne jusqu'à la porte. J'ai déjà parlé de 22 cas similaires aux vôtres. Son regard paraît plongé dans l'avenir. Vous imaginez quel best-seller ça va faire? J'ai toujours vécu une vie neutre. Non pas stupide, mais neutre. Je n'ai rien apporté au monde, enfin, je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas. D'un autre côté, je n'ai rien enlevé au monde non plus. Bref, j'ai toujours cherché à ce qu'on me laisse tranquille. La vie est déjà assez difficile comme ça pour qu'on ne se mêle pas des affaires d'autrui. Que peut-on faire des 4 mois qui vous restent d'une vie neutre? J'ignore combien de temps j'ai marché en réfléchissant à cette question, mais j'ai fini par me trouver aux abords d'une fête foraine. À l'entrée principale, un contrôleur avachi règne sur la foule de son box surélevé. Devant moi, un homme au visage détendu qui accompagne 2 petites filles lui tend plusieurs rectangles de carton qui paraissent être des tickets de faveur. Le contrôleur parcourt du doigt une liste imprimée. Son œil se durcit et il regarde d'un air mauvais l'homme avec ses enfants. Puis, lentement, délibérément, il déchire les billets de faveur en petits morceaux qu'il laisse tomber par terre. « Pas valable, monsieur !» lui dit le contrôleur. « Mais je ne comprends pas, » dit l'homme en rougissant. « N'avez pas laissé les affiches exposées, » réplique le contrôleur d'un ton sec. « Tant pis pour vous !» Les petites filles lèvent les yeux vers leur père, surprises. « Est-ce que papa va répondre au monsieur ?» se demande-t-elle silencieusement. Le père ne bouge pas, et le blanc de la colère s'étale sur son visage. Il paraît sur le point de dire quelque chose, mais son regard va vers les enfants. Il ferme les yeux un éclair de seconde, puis se tourne vers elles. « Allez, venez les enfants. » Le petit groupe regagne le portail d'entrée et s'éloigne. Je m'approche du contrôleur. « Pourquoi avez-vous été aussi dur ?» Il baisse les yeux vers moi. « Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ?» Justement, ça a beaucoup d'importance pour moi. Il m'observe avec irritation. « Parce qu'il n'a pas laissé les affiches. » Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire, « il n'a pas laissé les affiches » Il soupire comme si ça lui coûtait de l'argent. « Écoutez, on envoie un gars dans la ville 2 semaines avant la venue du cirque. Il laisse des affiches qui annoncent la représentation partout où il peut, dans les supermarchés, les cafés, les boulangeries, etc. Chez tous les commerçants qui acceptent de les mettre dans leur vitrine et de les y laisser jusqu'à ce que la foire arrive. En échange, il leur donne 2 ou 3 billets de faveur.
Mais ce que les gens savent pas, c'est que nous vérifions. Si les affiches ne sont plus là quand nous arrivons en ville, les billets de faveur n'ont plus aucune valeur. Oui, je vois, dis-je. Et c'est pour ça que vous avez déchiré les billets devant ses enfants, seulement parce que cet homme a enlevé les affiches de sa devanture un peu trop tôt. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire puisque ces billets n'ont pas de valeur? Oui, effectivement, vu comme ça, c'est vrai que ça ne change rien. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez été cruel avec cet homme. Vous avez humilié un père devant ses filles. Vous lui avez infligé une blessure dans son amour-propre qui restera gravée en lui et en elle pour toujours. J'ai déchiré les billets de faveur, bah oui, et alors? Il avait qu'à acheter d'autres billets. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes inspecteur de la ville? Non, non, je ne suis pas inspecteur de la ville. Mais vous pensiez vraiment qu'il allait acheter des billets après s'être fait humilier par vous? Vous ne lui avez laissé aucune chance. Il ne pouvait pas acheter de billets, et devant les enfants, il ne pouvait pas provoquer une scène qui aurait été parfaitement justifiée autrement. Il ne pouvait que partir avec ces deux petites filles qui rêvaient de voir un cirque, et qui maintenant sont privées par votre faute. Vous auriez pu au moins dire, je ne sais pas, désolé monsieur, mais vos billets ne sont pas valables. Et puis, vous auriez pu lui expliquer poliment et tranquillement pourquoi. Si vous voulez savoir, on ne paye pas pour être poli. Et puis je vais vous dire, monsieur, déchirez les billets de faveur, j'adore ça. Et maintenant, faites-moi le plaisir d'aller voir ailleurs avant que je descende de là et que je vous vide. Compris? Oui. C'est un homme cruel. Un animal bipède qui ignore sentiments et sensibilité et qui passera sa vie à faire du mal aux autres. C'est une créature à éliminer de la surface de la terre. Je regarde encore un moment ce visage torve, puis je tourne les talons et quitte la fête. Je prends un autobus et je me rends dans le quartier des magasins de sport, 37e rue. J'achète un pistolet de calibre 32 et une boîte de cartouches. Pourquoi ne commettons pas de meurtre? Est-ce parce que nous ne trouvons pas de justification morale suffisante à un acte irréversible? Ou alors, est-ce que c'est parce que l'on craint les conséquences de ce geste sur son entourage? Mais ce n'est pas moi que ça concerne, puisque je n'ai ni famille ni proches, et qu'il ne me reste que 4 mois à vivre. Lorsque je reviens, le soleil est couché. Les lumières de la fête brillent de tout leur feu. Je jette un coup d'œil dans l'allée principale. Le contrôleur s'apprête à quitter son box et laisser sa place à un autre contrôleur. Il allume une cigarette et part tranquillement. Je le rattrape dans un tournant masqué par des buissons. L'endroit est désert. Il entend le bruit de mes pas et se retourne. Un sourire crispé apparaît sur ses lèvres et il se frotte les jointures d'une main. Vous l'aurez cherché, monsieur. Ses yeux s'élargissent quand il voit mon pistolet. Quel âge avez-vous, monsieur? Lui dis-je. Ses paupières battent nerveusement. 32 ans? Je secoue la tête. Vous auriez pu vivre jusqu'à 70 ans. Peut-être encore 40 années de vie si, simplement, vous aviez pris la peine d'agir en être humain. J'appuie sur la détente. Le contrôleur vacille et s'effondre, mort. Je m'assois sur un banc à proximité et j'attends. 5 minutes. 10. Personne n'a donc entendu le coup de feu? Je prends soudain conscience que je n'ai pas mangé depuis midi. L'idée d'être interrogé pendant plusieurs heures dans un commissariat sans avoir mangé m'est insupportable. Je sors un petit carnet de ma poche et écris « On peut pardonner un mot dit en l'air, mais une vie d'impolitesse cruelle, on ne peut pas pardonner.
Cet homme a mérité de mourir. J'ajoute mes initiales, je déchire la feuille du petit carnet, la plie en 4 et la glisse dans la poche du contrôleur mort. Je ne rencontre personne quand je gravis le sentier pour aller me restaurer chez Wechsler. Normalement, les prix ne sont pas à ma portée, mais je pense que les circonstances m'autorisent cet extra. Je décide ensuite de faire une balade nocturne en autobus. Autant profiter de ma liberté de mouvement tant que je le peux. Le chauffeur est un homme impatient et visiblement il considère les passagers comme des ennemis. À la 68e rue, une femme fragile aux cheveux blonds attend sur le trottoir. À contre-cœur, le chauffeur immobilise son véhicule et ouvre la portière. La vieille dame sourit et adresse un signe de tête aux autres passagers en mettant le pied sur la première marche. « Eh ben, il va vous falloir combien de temps pour monter ?» lance le chauffeur d'une voix brusque. Elle se hâte et lui tend un billet de $5. « Vous pouvez pas vous arranger pour faire la pointe, non ?» Alors qu'elle cherche sa monnaie, le chauffeur démarre brutalement et la vieille dame manque de tomber. Elle se raccroche de justesse à une poignée. Son visage est pâle. Sa soirée est gâchée, sans doute qu'elle y repensera longtemps, et à chaque déplacement en autobus, elle craindra de tomber sur le même employé irascible. Je suis le seul voyageur à bord quand le chauffeur atteint le terminus. Il jette un coup d'œil à sa montre et allume une cigarette. Je me lève et vais vers lui. « Vous avez quel âge ?»« Ça vous regarde pas ?» me répond-il en me fixant méchamment. « Environ 35-40 ans, je suppose. Vous en auriez eu encore 30 devant vous, sinon plus. » Je sors le pistolet. Il lâche sa cigarette. « Prenez l'argent !» dit-il. « L'argent ne m'intéresse pas. Je pense à la vieille dame de tout à l'heure, à tous ces gens bons et inoffensifs, à votre cruauté envers eux. Vous êtes un criminel. Rien ne justifie ce que vous leur faites. Rien ne justifie votre existence. » Je m'assois et j'attends 10 minutes. Personne ne vient. Je suis toujours seul avec le cadavre. Je me rends compte tout à coup que j'ai sommeil, terriblement sommeil. J'aurais peut-être meilleur compte à me rendre à la police après une bonne nuit. Donc, j'écris les raisons qui m'ont poussé à supprimer cet individu sur une feuille que j'arrache de mon carnet. Je signe de mes initiales, je plie la feuille et la glisse dans la poche du cadavre. Je marche jusqu'à ce que je rencontre un taxi qui me dépose chez moi. Je dors profondément. Mes rêves sont calmes, inoffensifs. Je ne me réveille que le lendemain vers 9 heures. Après une douche et un petit déjeuner copieux, je décide de passer la matinée à mettre de l'ordre dans mes papiers. Et puis, je décide de dresser la liste des gens à qui j'ai eu affaire durant ma vie et qui se sont montrés peu civilisés. L'institutrice qui m'avait puni injustement. Mon premier patron qui s'était moqué de moi peu après m'avoir embauché. L'épicier qui n'aimait pas que je mette du temps à choisir des bonbons. Un gardien de parking aimable comme une porte de prison. Je cherche leur adresse dans l'annuaire. Vers 12h30, je décide d'aller manger dehors. Je rentre dans une pizzeria. Au bout de 10 minutes, la serveuse interrompt sa conversation avec le caissier et s'avance vers ma table. « Qu'est-ce que vous voulez ?» me demande-t-elle d'un ton un peu sec. Je commande un ossobuco. Je mets un certain temps à identifier les petits morceaux de viande qui nagent dans la sauce rouge. En cherchant à prendre ma cuillère, je la fais tomber accidentellement par terre. « Mademoiselle, ça vous ennuierait de m'apporter une autre cuillère, s'il vous plaît ?» Furieuse, elle s'avance vers ma table et m'arrache des mains la cuillère tombée. « Vous avez la tremblote ou quoi ?»
Elle va au casier à couvert et s'apprête à déposer brutalement une autre cuillère sur la table. Mais une pensée soudaine modifie l'expression dure de son visage. Le geste de son bras s'atténue et quand la cuillère finit par toucher la nappe, c'est très doucement. « Désolé si je me suis montré un peu sèche, monsieur, » dit-elle avec un petit sourire. C'est une excuse et je me montre aimable en retour. Non, je vous en prie, mademoiselle. Non, je veux dire, vous pouvez laisser tomber toutes les cuillères que vous voulez, j'irai volontiers vous en chercher d'autres. Merci, mademoiselle. N'êtes pas froissé, monsieur, reprend-elle avec insistance. Non, mademoiselle, pas du tout. Lorsqu'elle me quitte, le caissier la regarde avec de grands yeux et elle anticipe son commentaire à coup sûr moqueur. On ne sait jamais à qui on a affaire, hein. Mieux vaut être poli avec les temps qui courent. Le docteur Dust a terminé son examen et je suis en train de me rhabiller quand il me demande « Alors, comment avez-vous décidé de passer les derniers mois qui vous restent ?» Je préfère rester évasif, ce qui le déçoit. Vous devriez y penser, vous savez. Ensuite, vous aurez des regrets. On meurt tous un jour ou l'autre, et c'est bien de s'y préparer. Un journal traîne sur son bureau, tandis que je boutonne ma chemise, il y jette un coup d'œil. Ah, le tueur semble assez occupé, on dirait. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que les gens écrivent au journal pour signaler au meurtrier le nom de personnes fort désagréables. C'est compréhensible, docteur. Il y a tellement de gens grossiers, vous ne trouvez pas? Je vais me procurer moi aussi ce journal. Le plus drôle, reprend le docteur, c'est qu'une vague de politesse a envahi la ville. J'ai enfilé mon pardessus et le docteur me tend la main. Au revoir, cher ami, et n'oubliez pas de penser à ce que je vous ai dit. Organisez vos derniers temps de rémission. Revenez me voir dans une quinzaine de jours. Il est près de 22 heures quand je quitte le docteur Dust. Je me dirige à travers les rues désertes vers l'arrêt d'autobus. Comme je tourne dans Midland Lane, j'entends un coup de feu. J'aperçois un homme de petite taille, armé d'un pistolet, et penché sur un homme étendu. Je baisse les yeux vers le cadavre et ne peux retenir un cri d'étonnement. Mon Dieu! Un agent de police. Le petit homme hoche la tête. Oui, ce que j'ai fait peut vous sembler excessif, mais vous comprenez, il utilisait un langage que je ne pouvais absolument pas accepter. Je suis tellement surpris que je ne peux émettre aucun son. Voyez-vous, monsieur, j'ai garé ma voiture devant cette bouche d'incendie. Oh, absolument par distraction, je vous assure. Et cet agent m'attendait lorsque je suis revenu. En plus, j'ai oublié mon permis de conduire. Eh bien, au lieu de me remettre simplement une contravention, il a fait des remarques désobligeantes sur mon intelligence, sur mon acuité visuelle. Il a même laissé entendre que j'avais volé la voiture. Vous vous rendez compte? Oui. Je n'ai pas de mal à imaginer l'humiliation que le petit homme a ressentie devant l'agent de police. Je regarde le pistolet qu'il tient dans la main. Je l'ai acheté aujourd'hui. J'avais l'intention de m'en servir contre le syndic de mon immeuble, quelqu'un de terriblement désagréable, reprend le petit homme. Oui, je comprends, lui dis-je. Ces gens-là sont en général de la pire espèce. Le petit homme soupire. Mais maintenant, je suppose que je vais être obligé de me constituer prisonnier. Je réfléchis à la question tandis qu'il m'observe. Il s'éclaircit la gorge. Ou peut-être devrais-je seulement laisser un petit mot? Vous savez, j'ai lu dans le journal que Je lui prête mon carnet. Il écrit quelques lignes, signe de ses initiales et dépose la feuille pliée en 4 entre 2 boutons de la veste de l'agent. Il me rend mon carnet. Il va falloir que j'en achète un, moi aussi.
Il ouvre la porte de sa voiture. Est-ce que je peux vous déposer quelque part, monsieur? Non, merci, monsieur. Vous êtes infiniment aimable, mais la soirée est belle. Je préfère marcher. Quel type sympathique, me dis-je en le quittant. Quel dommage qu'il n'y en ait pas davantage comme lui.